Bonjour à tous. Du coup, première crash test du point culture de la ruche. Il y a même plus de, je fais même plus semblant. Maintenant, je fais des sujets qui n'ont rien à voir avec la tech. C'est nickel. Du coup, on va faire un petit point de 15 minutes. Peut-être un peu moins, on va voir, mais c'est speedé parce qu'on est un peu en retard. Sur les forces de Van der Waals, c'est surtout plus intéressant comment le gecko il fait pour tenir en mur. C'est un sujet qui passionne tout le monde. C'est vrai, en plus, ça passionne la communauté scientifique, sauf qu'on ne fait que des bêtises. Du coup, c'est de la chimie, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils m'ont jamais entendu raconter ma vie. À la base, je suis ingénieur chimiste. Voilà ce que ça a donné. Du coup, on va partir direct. La chimie, c'est les atomes, les molécules, tout ça. Du coup, Johannes Diederik van der Waals, prix Nobel de physique en 1910, la tête d'un homme qui a le prix Nobel. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a introduit, en fait, quand on considérait les gaz avant, on partait du modèle du gaz parfait. En gros, c'est un modèle très simple qui considère que les molécules, les atomes entre eux, ils ne vont pas interagir. Parce que c'est quand même vachement plus simple pour calculer. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Lui, il a introduit différentes forces en plus dans les équations d'état des gaz. Parce qu'on se doute que les atomes, ils interagissent entre eux quand même. Donc voilà un peu le travail de sa vie. Il a beaucoup influencé toute la chimie, globalement. À côté, j'ai mis un gecko. Qui n'a pas de prix Nobel à ma connaissance, mais qui est vachement mignon. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, pourquoi cette présentation? Les forces de Van der Waals, qui ont révolutionné la façon dont on comprend les gaz et la chimie en général, ont un lien vachement proche avec le gecko qui a fasciné la communauté scientifique, parce que le gecko, il peut... On a tous déjà vu des lézards grimper au mur. Ça, c'est rien de grimper au mur, voilà, c'est cool, c'est comme les araignées. Le gecko, il a la particularité de pouvoir le faire sur n'importe quel type de surface. Il peut être sur le mur, sur le plafond, ça peut être du béton, puis du plastique, puis du verre, il s'en fout, il peut courir dessus super vite. Et comme les scientifiques en général, ils voient un truc et essaient de l'expliquer, ils sont comment il fait le coup. Donc voilà le pourquoi du comment de cette thèse. Les forces de Van der Waals, du coup, comme je l'ai dit, c'est un paquet de forces qui interagissent essentiellement sur les gaz, mais sur plein d'autres choses. C'est des forces intermoléculaires. Donc ça va être les molécules entre elles, pardon, c'est ce que je voulais dire. Du coup, c'est l'interaction électrique, en comparaison à des forces intramoléculaires. Donc, par exemple, comment deux atomes ils se connectent pour faire une molécule. Il y a une grosse différence de force entre les deux. Comme vous en doutez, quand deux atomes ils sont collés pour faire une molécule, c'est une force très très forte, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'eau en oxygène et en hydrogène à la main. Sinon, ça fait péter une explosion nucléaire, ça serait chiant si tout le monde pouvait le faire. Du coup, alors que les forces intermoléculaires, par exemple, si je prends une goutte d'eau et que je mets mon couteau dedans, ça fait peut-être 2 gouttes d'eau. C'est faible. Voilà. Mais il y a quand même des forces qui font qu'on va avoir une goutte d'eau et pas juste toutes les molécules d'eau qui s'étalent sur la table. Entre différentes forces. Bref. Intermoléculaire. Entre les molécules. C'est pourquoi ta molécule d'eau, elle reste à côté de l'autre molécule d'eau et elle se barre pas faire ses vacances ailleurs. Ouais, mais du coup, c'est de l'ordre de 100 kJ par mol. Ouais, je l'ai mis pour vous donner un ordre de grandeur. Les intramoléculaires, c'est centaines de kilojoules par mol. Les moles, une mol, c'est un paquet de molécules. C'est une unité qu'on a fait parce que c'était plus simple. Alors que les intermoléculaires, c'est vrai que c'est pas super bien mis dans le bon ordre. Les intermoléculaires, c'est plus 3 kJ par mol. Du coup, c'est 100 fois moins. Ouais. Un truc que t'as pas compris. Inter, c'est 3 kJ ouais. par mol. Et intra, c'est centaines de kilojoules. Il y a plus de force sur les inter. Non, sur les intras. Ah, en fait, c'est à cause du N. C'est perturbé, oui. Non, oui. Du coup, les forces de Van der Waals. Donc, on est en chimie. La chimie, c'est l'équivalent de la physique avec un peu plus de style. On a des grosses équations. Donc, VW Van der Waals. Et, comme son nom l'indique, les forces, il y en a plusieurs. En gros, Van der Waals, il a repris le travail de 3 autres personnes pour en faire le sien. Donc, on a ces 3 forces qui sont cumulatives, qui vont être proportionnelles à un facteur -1 sur R6. Globalement, R, ça va être la distance entre nos deux éléments. Donc, comme on peut le voir, comme c'est 1 sur R6, plus la distance est faible, plus la force est grande. Ça montre bien que les forces de Van der Waals vont être... pas nécessaire, j'ai plus les mots. Vont avoir un fort impact sur des molécules très très proches. Donc, maintenant, on va pouvoir se faire toutes les forces dans l'ordre. Je fais les animations. On a la force de Kizom. Alors, on va expliquer un petit peu pas mal de trucs. Grosso merdo, la force de Kizom, elle va montrer l'interaction entre 2 dipôles permanents. Je voudrais tout de suite, du coup, qu'est-ce que c'est un dipôle? Pourquoi il est permanent? Un dipôle, comme son nom l'indique, c'est un élément qui va avoir 2 pôles.
Comme par exemple la molécule d'eau. Pourquoi la molécule d'eau, elle a deux pôles? Parce qu'en fait, quand des atomes se lient, ils vont se lier essentiellement en se donnant l'un et l'autre des électrons. Chacun met en commun un électron pour faire une liaison. L'hydrogène, il a un électron. L'oxygène, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, notre hydrogène, il va donner un électron à l'oxygène va donner un électron. Comme notre hydrogène n'a qu'un seul électron, il n'en a plus vraiment autour de lui. Du coup, il va être légèrement positif. Notre oxygène, par contre, il a 4 électrons qui se baladent autour de lui, qui ne l'utilisent pas. Du coup, il va être légèrement négatif. Du coup, on a globalement un pôle moins là et un pôle plus ici. Du coup, c'est un dipôle parce qu'il a deux pôles. C'est comme un aimant. Permanent, pourquoi permanent? L'oxygène, il est toujours dans cette structure-là. L'eau, elle est toujours dans cette structure-là. Du coup, elle va toujours avoir deux pôles, quel que soit ce qui se passe. Donc l'interaction entre deux dipôles permanents, si j'ai deux molécules d'eau qui sont côte à côte, elles vont s'attirer parce que si j'ai une autre molécule d'eau qui se met comme ça en dessous, le moins avec le plus, il s'attire, etc., etc. Donc ça, c'est représenté par les forces de Kizom. Ensuite, elles sont toutes très faibles en fait. Globalement, elles sont toutes vachement faibles. Là, je vous ai mis une petite légende pour tous les trucs. Du coup, R, c'est la distance, T, la température. Plus il fait froid, plus les forces vont être fortes. U, c'est le moment dipolaire. Grosso merdo, ça vous montre à quel point elle est polaire, ma molécule. Plus elle est grande, plus elle va avoir un moment dipolaire grand. Et plus elle va avoir un impact sur toutes les autres autour. Du coup, on va avoir ensuite les forces de biais, qui sont celles entre un dipôle permanent et un dipôle induit. Comme son nom l'indique, le dipôle induit, il n'a pas de pôle à la base, mais il peut se faire influencer par les autres molécules autour, et du coup, il va avoir un pôle. C'est super simple. Si j'ai une molécule qui est polaire, qui va à côté d'une molécule apolaire, comme celle-là, elle a un petit champ électronique avec un plus et un moins, et le moins là, il va repousser les électrons un petit peu, donc tout son champ électronique il va se dégager. Donc celle-là, par effet induit, elle va avoir deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Ça va déformer son nuage électronique. Et ensuite, forcément, on a fait entre permanent et permanent, on a fait entre permanent et induit. Bon, on va faire entre induit et induit. Là, vous vous dites, ouais, mais les dipôles induits, ils n'ont pas de pôle de base. Comment ils peuvent s'influencer comme ça? Tu vois, ils sont tous bien, ils sont tranquilles. Sauf qu'en fait, il y a toujours des merdes. Et il y en a un, il a un nuage légèrement pas homogène parce qu'il a décidé qu'aujourd'hui, ça n'allait pas aller. Et du coup, il va influencer tous les autres parce que comme lui, il a un pôle plus et un pôle moins, ses poteaux, ils vont se déformer aussi, choper des pôles plus et des pôles moins. C'est globalement la force, expliquer le reste de ce qu'on n'a pas réussi à trouver théoriquement. Mais ça, on ne le dit pas. Du coup, voilà, ces trois forces phases, donc, qui sont chacune très petites, mais qui ont quand même un effet présent. On peut le voir dans la réalité. De toute façon, quand on a des molécules similaires ou même pas similaires, il y a quand même des jonctions qui se font entre elles qui fait que ta goutte d'eau, elle ne s'écarte pas sur toute ta table, ce qui serait vachement moins pratique quand tu renverses ta bière. Et du coup, toutes ces forces-là vont avoir un impact. Donc c'est marrant, je vous raconte tout ça, vous êtes dans c'est très bien, on s'en fout, on va voir le gecko. Le gecko, il a des pattes vachement intéressantes. Le gecko, il a 5 orteils, c'est cool, c'est normal. Sauf qu'en fait, ses orteils font un peu des fractales, c'est un peu bordélique, c'est qu'il a beaucoup de sortes de poils sur ses orteils. Donc son petit orteil, comme vous pouvez le voir, il est recouvert de sétules, qui sont un peu comme des cheveux. Donc un sétule, c'est tout petit. Comme vous pouvez le voir à l'échelle, genre ça, c'est 75 micromètres, du coup le sétule est tout petit. Sauf qu'en plus, son sétule, dessus il y a des spatules. Ouais. Les noms sont tellement bien trouvés. Du coup, on a plein de spatules. Ces spatules, elles sont extrêmement petites. Elles ont une largeur de 200 nanomètres. Un nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Du coup, sur une sétule, il y a 6,5 millions de spatules. Qu'est-ce qui est aussi vachement petit? Les atomes et les molécules. Foreshadowing pour la suite. Théoriquement, si on compte toutes les spatules que le gecko il est sur chacune de ses sétules, qu'il a sur chacune de ses pattes, avec ses 5 pattes, il peut soutenir 130 kg et rester collé au mur. Alors, le faites pas, mettez pas 2 chiens au dos d'un gecko, il va crever. Donc, c'est pas bien, faut pas le faire. Par contre, dans la réalité, qui a été définie empiriquement par des scientifiques en blouse qui avaient que ça à faire de faire chier les geckos, un gecko de 50 grammes, il peut supporter une masse de plus de 2 kg et rester collé au plafond. Ça c'est pas mal. C'est c'était combien? C'était genre 1300 tonnes pour un adulte de 90 kg, je crois, la proportionnalité à peu près. C'est quand même pas mal. Là, on va faire des maths comme ça, Guillaume, il est content. Oui. Donc c'est cool, on sait que notre... Je vais me mettre de l'autre côté parce que je te gêne. Donc c'est cool, on sait que... maintenant, je suis de la caméra. On sait que donc il a plein de spatules, c'est cool, il peut... Sauf que pourquoi est-ce que dans la réalité, il supporte que 20 kg et pas 130?
C'est parti. Alors, on a Van der Waals entre deux surfaces planes, globalement. Parce qu'on va considérer que la patte du gecko est plane, on va considérer que le mur il est plat. C'est merdé. Donc voilà cette petite équation toute simple à résoudre. Donc si on est... Ouais. Comment? Surface de contact, distance. Je crois de mémoire. Je ne sais plus, je l'ai fait il y a 2 jours. Ah voilà. Ah oui, la constante pour tout, merci. Sur un gecko immobile, donc on peut lui mettre la première loi de Newton qui dit que la force fois la surface de contact, ça va être à la force de contact, vu qu'on va considérer qu'il n'y a qu'une seule force qui est en jeu, parce qu'on ne va pas s'emmerder. On va avoir des constantes suivantes. On sait que la force d'une cétule définie empiriquement, c'est 200 micronewtons. C'est défini par des gens en laboratoire, voilà, on va considérer que c'est vrai. La distance entre les deux plans, elle est toute petite, c'est genre 30 nanomètres. Non, 0,3 nanomètres. On va avoir une constante Fourtou, parce que quand tu fais de la physique, tu prends toujours des constantes Fourtou, parce que tu ne veux pas t'emmerder de calculer. Et en général, c'est parce que c'est des constantes qui sont définies empiriquement et tu ne peux pas les prouver. Mais on considère qu'elles sont vraies. Du coup, je peux calculer ma surface de spatule effective. Voilà. Qui, grosso merdo, c'est littéralement ça qu'on va multiplier par la force d'une spatule, d'une cétule, pardon. Putain, je me fous dans tous les sens. Donc du coup, je vais pouvoir en déduire ma surface de spatule effective pour avoir mes 200 micronewtons, qui sont ce qu'on sait que le gecko peut supporter. Et ensuite, je refais des petits calculs, vu que je sais que j'ai une surface de cétule effective de 10-12 mètres carrés, et que le rayon de ma spatule, c'est 2 micromètres. Tu fais un petit rayon en croix, et puis voilà, tu considères qu'on a 8 spatules effectives. Donc en gros, ce qu'on me montre là, c'est qu'il n'y a besoin que de 8 spatules pour que notre gecko il tienne au mur. Et du coup, vous dites, putain, mais c'est complètement con, il a 65 millions de spatules, sauf qu'il n'en utilise que 8. Ouais, mais en fait, comme les murs sont rarement très plats, au moins il est tranquille, il sait qu'avec 8, il est bien. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est marrant, on voit que le gecko, il tient au mur super facilement. Comment il fait pour se déplacer super vite? Parce que moi, si je mets mon doigt dans de la glu et que je le colle au mur, après, je ne peux pas l'enlever. Et en fait, c'est tout con. C'est que comme toutes ces forces-là, elles ont besoin d'une distance extrêmement faible pour être effectives, le gecko, il a juste à décaler sa patte et ça crée à cette distance. Et le lien, entre guillemets, il pète et il peut se barrer. C'est pour ça qu'un gecko peut se déplacer super vite. Ouais, tu tords légèrement ta table, du coup les 8 spatules qui étaient en contact, bah, elles sont toujours en contact, mais légèrement plus loin, du coup la force n'est plus assez suffisante pour tenir. Et du coup, voilà. Ouais, il fait des petits boogie-boogie, t'as vu? Non, pas tout de suite, j'ai encore des trucs à dire. Ouais, on va faire un dernier point. À quoi ça sert d'avoir découvert ça en laboratoire et d'avoir dépensé des millions de dollars de recherche? En vrai, c'est grave cool. Cette étude-là, grosso modo, elle date de 2014 à peu près, quand ça a été vraiment prouvé et retravaillé. Ce qu'on a fait avec, c'est qu'on peut faire des super nouveaux autocollants qui sont incroyables dans le sens où en fait, tu prends ton collant, tu le balances dessus, tu pourras littéralement pas le retirer entier en dessus. C'est vachement solide. Par contre, si tu le tournes légèrement, ça se retire. Oui, dans Mission Impossible. Ouais, voilà. Mais du coup, ça ouvre la possibilité sur plein de choses, comme ça a beaucoup d'avantages comparé à de la colle classique. À ma prochaine rue, je prends que la colle. Voilà, c'était un sujet que moi je trouvais intéressant. J'ai vu ça quand j'étais en première année d'école d'ingé en chimie. Ouais. Techniquement, si on fait des gants et des chaussures qui ont des. Ouais, c'est plus on peut grimper au plafond comme un gecko. Oui. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Alors, moi je l'aurais fait, j'ai pas le budget. Globalement, tu as des limitations techniques quand même parce que. Comment dire? Ouais, mais avec des gants, tu pourrais le faire. Après, ça va coûter une fortune à faire parce que déjà, le collant de base, il va coûter une blinde. Donc, en plus, faire ça sur un gant, il faut que ce soit assez solide quand même. Du coup, ouais. Ouais, en plus, ça, c'est un bordel. Mais bon, ça doit être faisable. Après, tu dis ça se trouve, la CIA, ils le disent pas. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour ce premier podcast.